Bonjour tout le monde, on se retrouve pour faire le bilan lecture du mois de janvier. Ça va être assez rapide parce qu'au mois de janvier, je n'ai lu que 4 livres. Alors, j'en ai 3 en ma possession, c'est-à-dire en physique, et un qui était en numérique. Alors, je vais commencer le mois de janvier avec La Terre à soif d'Éric Orsena. Donc, ce n'est pas un roman, c'est un récit de mondialisation. En fait, on va dire que c'est un essai sur les fleuves. Voilà, il nous parle de tous les fleuves du monde, en commençant par la France, notamment par le fleuve de la Garonne, et après il va s'étendre vers l'Europe, ensuite vers l'Asie. Après, si je ne me trompe pas, il passe en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, et il finit par l'Afrique, si je ne me trompe pas. Et il nous parle des fleuves dans leur globalité, c'est-à-dire sur le plan historique, sur le plan géographique, leurs différences, leurs ressemblances, comment l'homme a interagi avec le fleuve, comment le fleuve a réagi. Voilà, il y a plein de choses hyper intéressantes. C'est vraiment... Alors c'est à la fois une histoire géographique, il y a de la politique, il y a aussi de la littérature parce qu'il fait référence à certains écrivains qui ont parlé de certains fleuves ou de certaines rivières dans leurs romans, dans leurs poèmes, enfin... Voilà, donc c'est un livre qui est très très riche, très complet, que j'ai bien aimé mais que j'ai trouvé quand même un petit peu long. Il fait quand même 400 pages et à la fin ça faisait un petit peu beaucoup, mais sinon j'ai quand même beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu Les Cerfs-volants de Kaboul de Khaled Hosseini. J'ai choisi ce livre parce que j'ai commencé un tour du monde en livre, donc chaque mois je lis un ou des auteurs d'un nouveau pays et je les fais par ordre alphabétique. Donc au mois de janvier, j'ai commencé par la lettre A et le premier dans la lettre A, eh bien c'était l'Afghanistan. Donc Khaled Hosseini est un auteur qui est né en Afghanistan, mais après il a grandi aux États-Unis. Notamment à cause des nombreuses guerres qui ont eu lieu et qui ont lieu en Afghanistan. Donc j'aurais préféré lire un auteur afghan qui vit toujours en Afghanistan, mais je ne suis pas sûre que ça existe encore. Donc j'ai lu Les Cerfs-volants de Kaboul, qui est un chef-d'œuvre pour certaines personnes. Beaucoup de monde a eu un coup de foudre pour celui-ci. Moi ça n'a pas été le cas, j'ai passé un bon moment, mais c'est pas une lecture que j'ai vraiment appréciée. Je vous lis la 4e de couverture. De Kaboul à San Francisco, des années 70 à nos jours, une déchirante histoire d'amitié et de trahison, avec en arrière-plan la chronique tourmentée d'un pays dévasté, l'Afghanistan. Bien que frères de lait, Amir et Hassan ont grandi dans des mondes différents. Le premier est le fils d'un riche commerçant, le second est le fils de leur serviteur. Inséparables, liés par une même passion, les deux garçons se vouent une amitié indéfectible. Mais ce lien va se briser à jamais, alors que sous ses yeux, Hassan subit une véritable ignominie, Amir reste pétrifié. Peur, lâcheté, honte, pris dans une terrible confusion des sentiments, il n'esquissera pas un geste pour sauver son ami. Été 2001. Réfugié depuis plusieurs années aux États-Unis, Amir reçoit un appel du Pakistan. Il existe un moyen de te racheter, lui annonce la voix au téléphone. Mais ce moyen passe par une plongée au cœur de l'Afghanistan des talibans et de son propre passé. Les Cerfs-volants de Kaboul ont reçu le prix RFI Témoin du Monde 2006 et le Grand Prix littéraire des lectrices de Elle 2006. Donc oui, il a reçu beaucoup de prix, mais voilà, c'était sûrement... J'avais vu d'autres titres de l'auteur qui m'intéressaient plus, et je sais pas pourquoi j'ai choisi celui-ci, parce qu'en effet, quand j'ai lu le résumé la première fois, ça me disait pas grand-chose, mais... Il a été lu, je suis très contente d'avoir lu, je l'ai découvert, j'ai découvert l'auteur. Donc je lirai d'autres livres de l'auteur, mais voilà, celui-là c'était difficile à lire quand même, le sujet était difficile. Et surtout beaucoup d'injustice. Ensuite, j'ai continué la saga Jalna, la saga des White Hawks, donc c'est une saga familiale et historique qui se passe au Canada, fin 18e, début 19e. Non, carrément 19e, ouais. 19e siècle. Donc on est avec une famille d'origine irlandaise et anglaise qui s'est installée au Canada. Ils ont fondé un domaine et donc là, dans le tome 3, on est avec les enfants du couple qui ont grandi parce que c'est 40 ans après le tome 2.
Et donc bah, ils sont majeurs, hein, ils sont mariés pour certains divorcés, certains ont des enfants. Et donc dans celui-ci, on est justement avec le dernier des fils, qui est le seul à être resté au Canada. Les autres sont partis s'installer en Angleterre et tout ça. Et il est veuf, il a 2 enfants, et du coup sa famille engage pour lui une nouvelle gouvernante anglaise, bien sûr. Et donc elle débarque, en fait elle n'a aucune... Enfin, je dirais pas qu'elle a aucune connaissance, mais elle n'est pas du tout faite pour le job. Mais elle et le fils... quelque chose en ce que ça figure. La gouvernante et le père des 2 enfants vont tomber amoureux, donc on va tomber sur une romance, mais bien sûr on sait comment ça va se finir, mais ce qui est intéressant c'est tous les rebondissements, tout ce qui va se mettre dans leur passage pour les empêcher de finir ensemble, mais c'était quand même assez chouette. Il y a toujours un petit peu d'ironie, quelques piques sur l'Irlande, sur l'Angleterre, sur la vieille Europe. C'était assez chouette quand même. C'était mieux que le 2, c'était pas aussi bien que le 1, mais c'était quand même mieux que le 2. Et enfin, en 4e livre, il s'agissait de Où fleurissent les coquelicots de Coralie Fuentes. C'était un livre que j'ai reçu gratuitement, donc un service de presse, en version numérique. Alors là, on est sur un livre inspiré de faits réels. L'autrice s'est inspirée de sa propre histoire pour écrire ce roman. Donc, impossible de savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Forcément, il y a sûrement une grosse dose d'autobiographie, mais voilà, il y a une dose de fiction autour pour que ça fasse une histoire sûrement plus plaisante. Donc il y a des scènes qui sont un petit peu difficiles, mais l'autrice nous prévient dès la première page, donc ça c'est très bien. Donc on est avec, je crois que c'est Anna. Je crois que c'est Anna qu'elle s'appelle, la petite fille. Elle a à peu près 10 ans quand ses parents lui annoncent qu'en fait son papa n'est pas vraiment son papa, c'est pas son père biologique. Et on lui dit ça, elle a une petite sœur et un petit frère. Et en fait, on lui dit ça, mais on lui dit pas qui est son vrai père. Donc déjà, en plus après, on l'envoie suivre une psychothérapie, enfin plein de choses, alors qu'elle, elle comprend pas, elle, ça ne change rien à sa vie. Elle comprend pas pourquoi ça a tant d'importance pour les parents. Et en fait, petit à petit, on va suivre son évolution, elle va grandir, va devenir une adolescente, puis une jeune femme, et en fait dans sa vie il va se passer plein de choses finalement. Le fait que son papa ne soit pas son père biologique, au début ça a beaucoup d'importance dans le livre, mais après ça devient presque anecdotique parce que oui elle va le chercher, mais puisqu'elle n'aura pas les réponses qu'elle veut, elle va continuer à vivre, sauf que cette jeune fille qui était finalement très mature, très indépendante, et va peut-être tomber sur les mauvaises personnes, elle va pas avoir le soutien dont elle va avoir besoin auprès de ses parents, et du coup elle va vivre des situations très compliquées. Mais voilà, c'est quand même un roman et une histoire pleine d'espoir, parce que à la fin l'autrice nous parle d'elle, de ce qu'elle est maintenant, malgré toutes les épreuves qu'elle a traversées. Et du coup, ça donne beaucoup d'espoir. Donc je pense que c'est plus à destination des adolescentes maintenant, même si l'histoire se passe, l'autrice est de ma génération. Donc voilà. Donc forcément, je me suis identifiée à la petite fille, parce que voilà, son enfance, c'était mon enfance, c'était les mêmes émissions, la même manière de vivre, donc forcément on s'identifie facilement. Mais vu les sujets traités, c'est plus à destination, je pense pour moi, des adolescentes, voilà, qui vivent ce genre de soucis actuellement. Mais ça peut se lire par tout le monde, hein. Moi j'ai quand même passé un très bon moment. Parfois on oublie carrément que c'est de la fiction, parfois on oublie carrément que c'est tiré de faits réels, et du coup on a envie de lire, c'est assez addictif, et après on se fait rattraper, on se dit ah ouais mais c'est quand même arrivé à l'autrice, c'est un peu c'est triste ce qui se passe et tout ça. Mais voilà, donc c'est toujours difficile je trouve quand on est sur un roman avec à la fois de l'autobiographie et de la fiction. J'ai toujours du mal un petit peu à me situer dans ces cas-là, d'appréhender le roman, mais c'était une très chouette lecture aussi. Donc voilà, mes 4 lectures de janvier.
J'espère en faire un petit peu plus en février, histoire de vous donner plus d'idées de lecture. Mais en tout cas, les 4 que j'ai lus, vous pouvez les lire. Même si celui-ci, voilà, c'était pas un coup de cœur pour moi, mais ça reste quand même un bon livre. Donc n'hésitez pas à découvrir ces livres-là, ces auteurs. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau bilan lecture.